D'accord avec elle. Kominaïdou, bienvenue dans cette émission. Vous arrivez à peine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Naomi Klein? Oui, c'est vrai qu'il y a une dynamique maintenant. En fait, on peut passer d'une transition, de passer des énergies fossiles à des énergies propres. Donc le meilleur ami de Naomi est le pape. Je ne l'ai jamais rencontré, nous dit-elle. Mais en fait, l'encyclique du pape est plutôt novatrice. Alors, j'étais à Rome il y a quelques années et en fait on faisait campagne contre le nucléaire et moi je demandais au pape et aux autres politiques de venir vers nous. Je leur demandais si Dieu existait. Vous pensez que Dieu est fou? Parce que si Dieu a pensé que l'humanité avait besoin d'énergie, alors peut-être qu'il fallait creuser dans le sous-sol ou aller dans les océans pour trouver des sources d'énergie. Mais au lieu de cela, il faut regarder peut-être vers le haut, Bien sûr, il faut preuve de prudence, parce qu'on va vous dire que la géothermie vient du sol et ça vient donc du souterrain. Donc, c'est vrai que les industries d'extraction sont prédominantes et je pense que cela met à mal nos démocraties parce que je pense que la plupart de nos dirigeants sont en collusion avec les industries de combustibles fossiles. Et c'est vrai qu'ils contrôlent les prises de décision. Vous avez beaucoup d'industries polluantes et les banques aussi. Donc vous avez les industries charbon, pétrole, etc. qui sont en faveur des politiciens. Jade. Alors, Kominaïdou, on est vraiment ravis de vous recevoir ce soir. L'une des raisons pour laquelle on tenait absolument à vous inviter, c'est que vous êtes l'une des personnes dans le mouvement du climat qui parle peut-être le plus de justice climatique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que signifie, quel est le sens de cette revendication pour la justice climatique? Alors il y a deux concepts. La justice climatique est un concept dont on parle peu. C'est l'apartheid climatique, parce que ce sont deux termes qui sont liés. Si vous regardez les personnes qui perdent leur vie en raison des changements climatiques, les personnes qui sont brutalisées par les changements climatiques, les personnes au Pakistan qui ont été déplacées par une inondation, les personnes du Darfour au Soudan, où des conflits ont régné suite à ces événements climatiques. En fait, les personnes qui payent le prix sont les personnes qui ne sont pas responsables des émissions de carbone. Mais il y a un aspect qui me rend mal à l'aise. Si vous regardez la partie démographique du monde, et si vous regardez les personnes qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, et si vous regardez les personnes qui payent le prix, vous voyez qu'il y a un problème là, parce que ceux qui meurent et ceux qui payent le prix, ce sont des personnes de couleur. Dans les négociations du climat, il y a une altercation. Est-ce que ça doit être une augmentation de 5 degrés ou de 2 degrés? La plupart des groupes tels que Greenpeace disent que ça doit être 1,5 degré en fait. Donc si vous prenez le choix de 2 degrés, vous dites que les personnes dans les pays les moins développés, dans les petites îles, dans la partie littorale du Bangladesh, alors leur vie importe peu. Parce que si le réchauffement climatique va au-delà d'1,5 degré, en fait, ces gens seront condamnés. Donc, lorsque l'on parle de justice climatique, on dit que ces personnes qui portent le plus lourd fardeau de responsabilité doivent soutenir ces pays qui ont moins de responsabilités en la matière par
des dotations. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils suivent le même chemin que les pays industrialisés. Il faut qu'ils s'adaptent au changement climatique et aussi il faut les aider à réparer les dégâts dont ils ont souffert, comme c'est le cas aux Philippines. Alors, pendant que nous sommes à Paris, aux Philippines, on a vu en fait un litige ou un procès en fait contre les sociétés pétrolières de Philippines, sociétés pétrolières, hein. Et donc lors de la journée internationale des droits de l'homme, il y aura un procès, ils vont commencer à faire des enquêtes, et ils vont faire des enquêtes contre les sociétés de charbon et de pétrole qui ont contribué aux catastrophes qu'ont connues les citoyens philippins. Donc ça, c'est ce que j'appelle un petit peu la justice climatique. Chad. Vous avez prononcé une expression très forte, apartheid climatique. Est-ce que ça veut dire que vous faites un lien, des liens, entre ce qu'a été la lutte contre l'apartheid, à laquelle vous avez participé quand vous étiez étudiant, militant étudiant, et la lutte aujourd'hui contre le dérèglement climatique? Oui, tout à fait. Oui, mais je vais aussi vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'on aurait des problèmes difficiles dans les négociations actuelles si l'Europe devait faire face à une augmentation des eaux, comme c'est le cas dans les pays du Pacifique? Vous pensez qu'on aurait des difficultés en essayant d'avoir 1,5 degré de réchauffement si le Canada et les États-Unis connaissaient des sécheresses liées au climat, comme c'est le cas d'ailleurs en Afrique? Vous savez, c'est clair. Nous vivons dans un monde où la vie des personnes noires est beaucoup moins importante que la vie des personnes blanches. Et ça, c'est un fait tangible au cours des négociations. Mais personne n'est capable de le dire. Alors parfois, je suis impopulaire, mais j'ose le dire. Je pense que c'est la bonne analyse. Il y a un racisme subliminal qui existe dans le monde et je pense qu'il faut l'accepter, et les négociations climatiques sont un parfait indicateur de cela. Mais revenons à votre question. Alors moi, ce que j'ai fait à Greenpeace au cours des 6 dernières années m'a beaucoup aidé, notamment lorsque j'étais étudiant. Alors, en fait, en ce qui concerne les désastres et les catastrophes, il faut travailler de concert. Les ONG, les syndicats, les organisations religieuses, les entreprises, en fait, nous devons travailler de concert. Il faut construire une alliance très large afin d'avoir un impact, hein. Donc, ça, c'est la première chose sur les alliances. Alors, bien sûr, cela nous ramène aussi à la lutte contre l'apartheid, la lutte contre l'esclavage, le droit des femmes à voter, les droits civiques aux États-Unis. Donc toutes ces batailles, tous ces combats nous disent que lorsque l'industrie est confrontée à l'injustice, en fait, les progrès sont faits lorsque les personnes se lèvent et disent c'est trop, on en a ras-le-bol. Donc, et les personnes sont prêtes à donner de leur vie. En fait, Nelson Mandela a donné de sa vie. Il est resté 27 ans en prison. Et bien sûr, beaucoup de personnes font des sacrifices pour faire valoir leurs droits, compte tenu de la menace qui pèse sur nous en raison du changement climatique. Et certains n'aiment pas quand je dis cela. En fait, le combat visant à empêcher le réchauffement climatique est un combat très important, bien plus important que les autres combats. Ce n'est pas une question de sauver les plantes. Si on continue de la sorte, nous allons réchauffer la planète à telle enseigne que nous allons disparaître, en fait. Et on doit dire que si les êtres humains en fait meurent, je dirais que les forêts vont peut-être réapparaître, la nature va fleurir, mais en fait
En fait, il s'agit de coexister avec la nature de façon interdépendante. Et en fait, ce combat vise à protéger nos enfants et l'avenir de nos enfants. Et bien sûr, nous avons beaucoup de défis à relever. C'est vrai que nous avons fait des sacrifices pour combattre l'apartheid. C'est vrai qu'il y a eu des mouvements pour les droits civiques. Donc il faut un sens de courage, un sentiment de courage qui doit prévaloir, et ce courage doit être multiplié partout. Et ça, c'est l'un des enseignements que je tire du mouvement anti-apartheid. Les personnes sont frustrées, beaucoup de jeunes ont perdu confiance dans nos dirigeants politiques, mais l'un des enseignements est le suivant. Alors bien sûr, parfois, ils s'engagent dans la violence, et tous ceux qui veulent utiliser la violence pour disséminer les messages, je leur dirais que la violence ne nous aidera pas, parce que lorsque nous sommes violents, ce n'est pas bien d'un point de vue stratégique, ce n'est pas bien d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral. Lorsque nous avons des marches pacifiques, même avec quelques petites personnes, c'est bien. Et s'il y a par exemple des actes de violence, la police va se concentrer sur ceux qui vont commettre des actes de violence. Et donc ça, c'est l'enseignement que je tire du mouvement anti-apartheid, et je pense que cette leçon est tout à fait pertinente à l'heure où je vous parle. Jade. En même temps, en Europe, dans les années 80, il y a eu un mouvement anti-apartheid, et qui a été un mouvement important, qui a politisé toute une génération et qui s'est beaucoup préoccupé de ce qui se passait dans ce lointain pays, pour un Européen, l'Afrique du Sud. La comparaison est cruelle aujourd'hui par rapport à l'enjeu du climat, puisque certes, il existe des mobilisations, des collectifs un peu partout de militants, et Naomi en parle dans son livre, notamment tout ce qui est Blockadia, etc. Mais il est difficile de dire que tous ces mouvements forment à ce stade un mouvement. Et là, il y a un décalage important entre la prégnance du problème du changement climatique, sa force, sa violence, et une mobilisation sociale encore assez faible. Et est-ce que ça ne s'explique pas? Vous dites qu'il y a une raison structurelle qui est celle du racisme, et c'est sans doute juste, mais n'y a-t-il pas une autre dimension qui est la difficulté quelque part à se mobiliser contre soi-même? Puisque ce qui est en jeu, c'est aussi le système de vie et économique occidental. Alors, réponse de nos deux invités. Naomi Klein. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis vraiment triste de voir que notre ami de Greenpeace va quitter Greenpeace dans 2 semaines, parce que vraiment Greenpeace a changé sous son leadership, et c'est vraiment quelque chose de très concret que l'on peut voir. Ce ne sont pas simplement des mots. Je suis triste de voir que Kumi Naidoo va quitter Greenpeace. Quand on regarde les forages dans la région arctique, Greenpeace a joué un rôle très actif, mais c'était un Greenpeace très différent. Dans le passé, on a associé Greenpeace avec des gens qui osaient, c'était des militants, mais c'était un petit groupe de personnes qui faisaient des choses isolées. Et maintenant, ils continuent à le faire, mais ce qui s'est passé quand il y a eu ces plateformes pétrolières de Shell dans des villes très pauvres et en Amérique du Nord, et il y a eu ce mouvement de militants qui étaient là, et ils sont restés là, ils ont été entourés, mais c'était différent à l'époque, parce que Greenpeace suivait quand même des communautés, c'était des manifestations qui avaient été conduites par des indigènes en fait, et en fait
il y avait beaucoup de choses en cause, hein, que ce soit les combustibles fossiles, etc. Il y a eu un changement énorme au sein de Greenpeace et c'est assez intéressant de voir cela. Pourquoi ne voyons pas ce genre de choses en Europe? Eh bien, l'Europe se débat avec l'austérité et est en pleine crise économique et quelque part, les gens ne peuvent pas se concentrer sur l'environnement. Mais je pense que malheureusement, c'est un échec de la gauche et quelque part, même avec les nouveaux partis politiques, quand on entend le leader de Podemos dire ce qu'il dit à propos du changement climatique et de la pauvreté, je crois que c'est un échec de leadership. Les gens de la gauche doivent dire on peut résoudre ce problème en même temps. On peut créer plus d'emplois, on peut créer une économie juste, on peut donner des aliments à notre population en dépit de la crise économique, parce que vous savez, l'efficacité énergétique peut créer des emplois, comme l'a fait l'Allemagne. Et pourquoi on n'entend pas ce genre de conservation? En Europe, il y a un cloisonnement. Les gens ne voient pas l'ensemble du tableau. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est du narcissisme, mais je pense que le problème le plus important, c'est la division que l'on fait entre l'économie d'un côté et l'environnement. Parce que les gens, sur le plan local, bien sûr, font attention à l'environnement. Il y a des choses terribles qui se passent sur le plan de l'environnement en Grèce, en Italie. Mais il semble que l'économie prenne le pas sur tout. Fin de la traduction. Merci. Kominaido. Je voudrais clarifier un point. Moi, je ne quitte pas Greenpeace, d'accord? Je quitte un poste très important que l'on appelle directeur exécutif de Greenpeace International pour assumer un rôle encore plus important, un titre que j'avais, c'est le titre de bénévole. Et je pense que c'est très important de le dire, que tout notre mouvement, que cette chaîne et que la force de Greenpeace, ce n'est pas le personnel permanent. Le personnel permanent est étonnant, mais en fait, notre mouvement est fait de bénévoles, que ce soit Greenpeace, que ce soit 350, que ce soit Attack, ou tout mouvement progressiste, eh bien, nous avons des bénévoles et il faut leur rendre hommage véritablement. Et il faut assumer ce rôle de bénévole. Ces militants ne travaillent pas forcément à plein temps, ils ont d'autres emplois par-ci par-là, je suis d'accord, et c'est très gentil à vous ce que vous avez dit sur moi, mais c'était hier, le 5 décembre, je crois, et il y avait la journée internationale des volontaires et des bénévoles. Eh bien, je crois que tous nos mouvements vont bénéficier de ce volontariat. Je crois que les bénévoles vont pouvoir être encore plus actifs dans le processus décisionnaire et je vais revêtir le rôle de bénévole à nouveau. Et ce qui est important dans la phase dans laquelle nous nous trouvons, c'est de générer vraiment un courage énorme qui peut se démultiplier partout. Nous avons besoin d'avoir énormément de personnes qui font campagne avec nous. Le courage, ça veut dire différentes choses dans différents contextes, vous savez. Si vous êtes un blogueur en Syrie, par exemple, dans certains pays, on peut appeler cela le militantisme. Mais si vous êtes un blogueur au Bangladesh ou en Syrie, actuellement, votre vie est menacée. Les blogueurs sont tués au Bangladesh, par exemple. Et donc, on a besoin de courage. Courage de la part de tous, comme jamais. Jeanne, peut-être une dernière question. Une dernière question, parce qu'on approche de la fin de l'émission, mais elle me semble importante. Et on peut revenir ainsi à la COP21 et à ce sommet sur le climat. C'est que pour sortir de la pauvreté, les pays riches, les pays les moins avancés, les pays pauvres, les pays en développement, disent avoir besoin de développement. Et c'est toute la discussion aujourd'hui, c'est quel type de développement pour sortir de la pauvreté. Mais je dis ça dans le sens où il n'est pas si simple de dire aujourd'hui la pollution et les émissions de CO2 sont seulement défendues par les pays riches. Il y a aussi des pays pauvres qui défendent leur droit à se développer
et à émettre du CO2. Et ce n'est pas du tout pour dire que c'est de leur faute que les négociations bloquent que je dis ça, mais simplement pour dire qu'on est bien dans une situation très difficile. C'est notamment la question du rôle de l'Inde dans ces négociations, qui parfois aide et parfois bloque pour des raisons en partie légitimes. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, c'est sur ce droit au développement des pays du Sud. Comment est-ce que vous l'articulez avec ce que vous avez dit avant sur la justice climatique? En fait, les pays en voie de développement non, bien sûr, il faut qu'ils sortent leur population de la pauvreté. Avant d'être à Greenpeace, moi j'étais le président d'une chaîne anti-pauvreté et je vous montre ce bracelet, j'étais le président de cette campagne mondiale de lutte contre la pauvreté. Mais quelle est la stratégie dont nous avons besoin pour sortir les pauvres de cet état-là? En fait, il faut... Ça ne sert à rien de dire on va continuer à brûler du carbone alors qu'à Shanghai et en Inde, des gens sont morts et que les villes sont sous l'eau à cause du résultat du changement climatique. Bien sûr, on a le droit au développement, mais il faut se développer de manière propre. Comme Naomi l'a dit, on peut le faire d'une façon où l'on se bat contre le changement climatique, mais où on crée aussi des emplois avec une économie verte propre. Et ça crée des emplois. Et c'est la vérité. Quand on regarde les emplois créés dans des projets énormes de combustibles fossiles et la nouvelle économie verte, les études montrent que l'on peut créer des emplois beaucoup plus décents. Et il faut être clair. Quelles sont les conséquences du charbon? On gaspille de l'eau, on gaspille, on crée de la pollution de l'air, ça tue des gens qui travaillent dans cette industrie, etc. Et donc, je pense que maintenant qu'on a la technologie, que l'on peut avoir l'énergie par des moyens propres et que l'on peut créer des emplois dans le même processus, c'est faux de dire qu'on peut sortir les gens de la pauvreté uniquement par un développement qui n'est pas propre. Et c'est difficile pour les pays en voie de développement tels que la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud de se départir de l'énergie qui n'est pas chère, alors que les pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, qui ont bâti leur économie sur une mauvaise énergie, évidemment, c'est ça qui rend les choses difficiles. C'est difficile pour nous de convaincre des pays tels que l'Inde de s'éloigner des combustibles fossiles, alors que d'autres pays à l'ouest continuent à utiliser le carbone ou cette énergie bon marché. Et elle n'est pas bon marché, soyons clairs, parce que les conséquences au niveau de la santé, sur l'eau, sur l'agriculture, tout cela, ça a un coût, c'est en fait très cher. C'est faux de croire que cette énergie fossile est bon marché. Naomi Klein, un dernier mot. Eh bien, je dirais que la plupart d'entre nous comprennent bien nos gouvernements quand ils viennent à ces négociations et qu'ils ne nous représentent pas, nous. Ils représentent plutôt les sociétés impliquées dans les combustibles fossiles dans une large mesure. Et d'une certaine mesure, nous ne pensons pas la même chose du gouvernement indien ou du gouvernement chinois. Mais ils ont les mêmes conflits d'intérêts. Ce sont des pays complexes et je crois que il y a pas mal de contestations. Et je crois que les militants les plus courageux sont en Inde et en Chine. En Chine, il n'y a pas vraiment de liberté pour les militants et les militants courent des risques énormes. Et si on veut aider, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est que l'on gagne dans nos propres pays aussi. Parce que si on permet à nos gouvernements de faire ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire ne pas assumer leurs responsabilités, ça rend le travail des militants en Chine, en Inde, très difficile. Et donc, je crois qu'il faut déjà qu'on commence par nos pays. Merci beaucoup.
à tous les deux de nous avoir rendu visite. Merci à Jade Lingard d'avoir animé ce premier débat avec moi. On a eu un peu de mal à commencer ce soir, vous avez vu, vous avez entendu, ou plutôt vous n'avez pas entendu, mais on va se retrouver dans 32 minutes, enfin à 20h pile. On essaiera d'être à l'heure, sans aucun problème technique, pour les premières estimations de ce premier tour des élections régionales. Il me reste à vous dire, avant d'interrompre ce live, donc pendant une trentaine de minutes, que l'offre de la soirée, c'est 9 € pour Mediapart, mais non pas pour un mois, mais pour 3 mois. 9 €, 3 mois d'abonnement à Mediapart. Et il est tout chaud, il vient de sortir. Voilà, la revue du Crieur, la seconde livraison. Ça sera offert aux 20 premiers abonnés. À tout de suite. Thank you so much.